Salut à tous et bienvenue dans le dernier épisode de cette série de vidéos consacrée au voyage à vélo. Dans cette série, on a déjà parlé matériel de bivouac, matériel de cuisine, vélo, duvet, t-shirt mérinos, etc. Et aujourd'hui, on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram ou dans la vraie vie. Pour commencer, on va faire un truc qu'on n'a pas fait dans les épisodes précédents, c'est récapituler un peu notre voyage pour donner un peu de contexte. On est parti 2 ans et demi à vélo. On a commencé à rouler vers l'Asie en traversant les Balkans. Et ensuite, on a traversé la Turquie, la Géorgie. On a pris un avion jusqu'au Kazakhstan. Et on a traversé un peu toute l'Asie centrale pour arriver en Chine. En Chine, on a fait beaucoup de trains, enfin que du train en fait, jusqu'en Asie du Sud-Est. Et en Asie du Sud-Est, on a repris les vélos pour descendre globalement jusqu'à Singapour. Et de Singapour, on a repris des bus et des trains pour retourner en Chine, on a retraversé la Chine dans l'autre sens. On a fait du vélo un peu à l'ouest de la Chine, au nord du Pakistan. Ensuite, l'objectif c'était d'aller en Inde puis au Népal. Malheureusement, on s'est fait refuser nos visas. Donc après le Pakistan, on a pris un bus pour aller jusqu'en Iran. En Iran, il faisait trop chaud, donc on a fait du stop. Après, c'était un peu chaotique, on a pris un bateau pour aller aux Émirats. On est resté là-bas un mois et demi, le temps que l'été se termine. Et là, on a repris le vélo pour de bon aux Émirats. Donc on a fait une boucle à Oman, on a traversé toute la péninsule arabique, donc des Émirats jusqu'à la Jordanie, puis jusqu'au Koweït, donc en traversant l'Arabie Saoudite un peu dans tous les sens. Et ensuite, on est remonté du Koweït en repassant un petit peu par l'Iran, au Kurdistan irakien, puis par la Turquie. Et après, on est allé jusqu'en Grèce. Et de la Grèce, on est rentré en France en passant par l'Europe de l'Est, donc Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Serbie, etc. Et donc, ouais, on est parti en avril 2023 et on est rentré en octobre 2025. Donc ça a duré plus longtemps que prévu, puisqu'à la base, notre objectif, c'était d'aller jusqu'au Kirghizistan et on s'était pas projeté plus loin. Mais voilà, c'était cool. On est parti pour les questions. Let's go. Quelle a été votre motivation pour partir ? Je sais pas trop à vrai dire. Je pense qu'on avait envie de partir, globalement, on avait envie de voyager, mais on voulait pas prendre l'avion. Et du coup, le vélo s'est imposé comme le choix où on pouvait aller loin, mais c'était pas aussi lent que la marche. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le vélo. Ensuite, pour la destination, notre premier voyage à vélo en 2021, on avait été jusqu'en Ukraine à partir de la maison, et je pense que là, on a envie de partir plus loin, mais on avait quand même envie de partir vers l'Asie, parce que c'est des imaginaires ultra cool de voyage quand même. Les routes de la soie, tout ça. Les routes de la soie, c'est assez mythique et ça nous faisait bien envie. On aime bien les paysages montagneux où il n'y a pas grand chose. On avait randonné sur la Kungsleden en Suède, c'était un peu des paysages comme ça, des grandes vallées bien ouvertes. Et en ça, l'Asie centrale, ça nous attirait bien. Mais c'est ce que tu disais, c'est surtout l'idée, c'est qu'on a fait un premier voyage en 2021 qui s'est fait comme ça, un peu à l'improviste. Ça nous a bien plu, donc on s'est dit qu'on avait envie de tester ça sur du plus long terme, en gros. Est-ce qu'avant de partir, vous aviez une grosse appréhension qui s'est révélée pas si terrible ? Chiens. Moi j'avais peur des chiens. On avait peur des chiens, je pense, tous les deux, on en entend beaucoup parler. Dans les Balkans et en Turquie notamment. En Turquie, c'est ouais, ce qui tout revient à le plus fait. souvent. Et ça fait peur, on se demande comment réagir, etc. Et en fait... On apprend à gérer. Déjà, on n'a jamais été face à un chien hyper enragé. C'est vrai. En plus, à vélo, mine de rien, on est rapide, on est un peu imposant. Si on doit s'arrêter, on peut se servir du vélo pour faire barrière. Donc on n'est pas tout seul sans défense. Et surtout, un truc qu'on a appris, c'est que les chiens sont très cons et très lâches. C'est-à-dire que souvent, il y avait des chiens qui montaient la garde, en fait, qu'on réveille en passant et qui se mettent à nous aboyer dessus alors qu'on est déjà super loin. Et c'est arrivé aussi plein de fois que des chiens nous courent après, et en fait, ouais, le chien te court après, tu ralentis, il ralentit aussi, et t'as l'impression qu'après, heureusement qu'il a pas envie de te sauter à la gorge. Pas vraiment te rattraper. Mais ouais, c'était ça. Souvent, il y en a qui nous regardaient passer, et à partir du moment où on était hors d'atteinte, ils commençaient à courir, à aboyer. Ouais. Et un truc qui marche bien, c'est, dans le cas le plus extrême, c'est soit si on a de la vitesse, on peut accélérer et les semer. Oui. Sinon, ralentir, s'arrêter derrière le vélo. Un truc qui marche bien, sinon, leur lancer des cailloux, même si c'est pas très bien-être animal. Des os L214. Non, sinon, nous, ce qu'on faisait souvent, c'est déjà rien que lever un bras en faisant semblant de jeter un truc. Ouais, souvent, ils ont un petit mouvement de recul. Et sinon, prendre nos gourdes et de les asperger d'eau. Je suis pas mal la gourde, non ? Ouais, c'est pas mal. En général, nous, ça marchait. Ouais, après, encore une fois, on n'a jamais eu à se battre avec un kangal de 70 kilos. Mais ouais, les chiens, ça me faisait peur avant de partir et finalement. Plus de peur que de mal. Exactement. Team chat ? Team chat. Pendant combien de temps avez-vous préparé le voyage ? Honnêtement, pas tant de temps que ça. Donc l'idée de faire ce grand voyage, on l'a eu en 2021 au retour de notre premier trip en Ukraine. On a acheté les vélos 1 an avant de partir. Et en fait, la préparation réelle du voyage, c'était dans les 6 derniers mois. Et ça consistait principalement en l'achat du matériel, donc s'équiper pour le voyage. Ouais, on s'est pas préparé physiquement, par exemple. Non.
et checker les visas, les vaccins, toutes les démarches un peu administratives qu'on allait pouvoir rencontrer. Et les vaccins, il faut prendre du temps quand même pour les faire, parce qu'il y a des schémas de vaccination de 1 mois à 3 mois. Il y a un vaccin qu'on n'a pas pu faire parce qu'en gros on aurait fait trop de vaccins dans un trop petit temps. Donc ça prend du temps, n'empêche, pour la prépa. Et d'ailleurs, niveau vaccin, on a fait la rage, l'encéphalie japonaise, la fièvre typhoïde, et on était déjà tous les deux vaccinés contre la fièvre jaune. Et l'hépatite. Et le seul qu'on n'a pas fait, c'est l'encéphalite. Qui aurait été utile, je crois qu'il y a des foyers un peu en Europe de l'Est, en Autriche, etc. Mais bon, a priori, on n'a pas eu de soucis, donc pas grave. D'ailleurs, on y a déjà un peu répondu, mais est-ce qu'on s'est entraîné avant de partir? Du coup, non, pas du tout. On faisait à peine du vélo avant de partir. Moi, j'allais bosser à vélo. Au vélo taf, ouais, j'allais dire pareil. Mais on s'est pas entraîné, en fait, on est plus dans l'idée de on part tranquille, on n'a pas d'objectif de toute façon quotidien. Donc en fait, notre entraînement, c'est le début du voyage. C'était aussi un truc cool de partir de chez soi, c'est que le début du voyage, c'est dans un terrain un peu connu. Si on a des soucis de matos, on sait où trouver des solutions, etc. Ça permet de t'entraîner les jambes et le mental, on va dire. Et après, hop, plus ça va, plus on faisait des grosses journées et plus on allait loin dans l'isolement. Et puis mine de rien, le vélo, c'est un sport qui est assez doux, je pense, comparé à la course à pied. Donc à part les fesses qui sont un peu compressées et qui sont douloureuses les premiers jours, il n'y a pas trop de choc, on n'a pas le poids des sacoches sur le dos comme en rando ou quoi que ce soit. Donc en fait, moi je trouve ça cool comme idée de partir et de laisser le corps s'habituer sans trop forcer. Ça marche plutôt bien et honnêtement, on s'habitue assez vite aussi. Vous avez mis combien de temps à trouver votre rythme de croisière? C'est allé assez vite. Comme on l'a dit au début, on est parti, on n'avait pas trop d'objectifs de distance quotidienne, donc on roulait et puis on posait la tente le soir. Enfin, c'est vraiment peut-être basique aussi ce que je parce dis, mais... qu'on a l'habitude aussi de faire de la tente et tout, donc peut-être c'était un peu rapide pour nous. Non, moi en fait, dès le premier soir, moi j'étais content d'être là dans la tente, je me sentais dans ma petite bulle, tout ça. Ouais, exactement. Donc honnêtement, c'est hyper vite quoi. J'ai pas l'impression qu'on ait mis du temps à rentrer dans le voyage. Non plus. Ça s'est fait vite. On avait du mal à croire en partant qu'on partait pour un voyage aussi long. Alors, on savait pas à l'époque que ça allait être aussi long. C'est clair. Et heureusement. Non, mais les petites habitudes, ça se construit méga vite. Et au-delà des petites habitudes quand on commence, même tu vois, quand on rentre dans un pays, nos habitudes elles sont un peu chamboulées. Et même ça se refait super vite quoi, super vite. On se dit ok, maintenant dans le supermarché on achète ça. La monnaie, on se fait à la conversion et tout. En vrai, on s'habitue super vite. En fait, comme tout autour de nous change très vite tout le temps, j'ai l'impression qu'on essaie de lutter contre ça en se recréant très vite des routines. Et c'est exactement ça en fait. C'est pour ça aussi qu'on aimait bien manger les mêmes trucs dans certains pays. Il y avait un petit côté rassurant en fait. Et même le fait de dormir en tente, la tente, même si on la déplace à chaque fois, très vite être dans la tente, c'est notre petite maison. Donc on transportait tout notre petit confort avec nous. Et on s'est très vite fait, on avait un rythme de croisière qui était cool. Puis vraiment, on avait tout de suite, c'est Clément qui fait la cuisine. Oui, on s'est réparti les tâches assez naturellement. Et ça n'a pas trop changé. Je crois que Charlotte ne sait pas utiliser le réchaud à essence. Non, pas du tout. Donc non, on s'est fait très vite au rythme, honnêtement. Sans pression. Si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Moi, je pense surtout au matériel, c'est-à-dire que là, pour ce voyage-là, on est parti avec des vélos de voyage classiques. On s'était dit qu'on ferait majoritairement de la route, donc on a pris des vélos qui pouvaient faire majoritairement de la route et un petit peu de piste. Si c'était à refaire, et même pour nos voyages futurs, moi, j'aimerais bien partir avec des vélos plus typés VTT, entre guillemets, de voyage, comme les Tumbleweed, par exemple, une marque qui nous fait rêver. Mais ouais, des vélos typés avec des beaucoup plus gros pneus, une position peut-être un peu plus relevée, un cintre droit, des trucs comme ça, et même une configuration entre les sacoches sur des porte-bagages et le bikepacking pour avoir un truc qui est un peu plus résistant. Tout terrain surtout. Donc en soi on regrette pas parce que quand on est parti c'est le voyage qu'on avait envie de faire et c'était les vélos qui étaient adaptés au voyage qu'on avait envie de faire. Mais pour nos futures expéditions, on croise les doigts, on aimerait bien avoir des vélos qui nous permettent de prendre un peu plus de pistes. Combien est-ce que le voyage vous a coûté? Alors, il faudrait faire le calcul, mais en moyenne, on dépensait 32 € par jour et par personne, en moyenne sur l'ensemble du voyage, en comptant les transports, les hébergements, la bouffe, les visas, en comptant tout, en fait. Littéralement, toutes les dépenses. Ouais. J'aime bien faudrait calculer, ça nous a coûté 32 € par jour. 32 € par jour, on peut faire le calcul. Il faut faire 32 x 896. Donc ça fait une belle somme. En même temps, par rapport à la durée du voyage et tout ce qu'on a vécu, ça me
paraît pas tant que Comparé à ça. d'autres modes de Ouais. voyage surtout. Par exemple. Ouais, c'est beaucoup d'argent, c'est pas cher, mais c'est beaucoup d'argent. Et sinon, 32 € par jour par personne, donc c'est sur l'ensemble, c'est une moyenne, ça varie énormément d'un pays à l'autre. Typiquement, dans des pays comme le Kirghizistan, où c'est très facile de bivouaquer, où la nourriture coûte pas cher, on dépensait quasiment rien. Je crois qu'au Kirghizistan, on a dû dépenser 250, peut-être 300 € en 3 semaines. Et à l'inverse, quand on était en Chine, comme on a fait beaucoup de trains et qu'on dormait que à l'hôtel, le budget il a un peu explosé. Donc voilà, ça dépend évidemment des pays. Globalement, on n'avait pas l'impression de trop se restreindre. En fait, on essayait de trouver un équilibre entre il faut économiser pour essayer de faire durer un petit peu le voyage. En même temps, on n'avait pas envie d'être toujours Garder chaque centime, Ouais. tout, fallait se faire plaisir. ouais, sur du long terme, il faut un peu de confort quand Ouais, même. exactement. Donc de temps en temps, voilà, on a pris des petits hôtels. Par contre, on n'a jamais fait de trucs de luxe entre guillemets. Ouais. Donc quand on était dans des hôtels, c'était des auberges jeunesse ou des hôtels vraiment pas chers. On n'a jamais fait genre d'hôtels très chers ou de restaurants un peu cool, etc. Bon, après, il y a C'est pas mal appuyé sur les warm showers Oui, quand bien même, sûr. on en a fait pas mal, donc Ouais. ça aussi ça aide pour le budget, n'empêche. Et je saurais pas dire, j'avoue que c'est très, pour le coup, c'est très personnel comme choix. Il y a des gens qui voyagent avec beaucoup plus, il y a des gens qui voyagent avec beaucoup moins. Mais voilà, puisqu'on parle d'argent, avec quel argent on a voyagé? En fait, pendant les études, on a fait une année de césure et on a eu la chance que cette année de césure tombe pendant le Covid. Donc au final, on n'a pas du tout pu partir à l'étranger, faire des études, etc. comme on avait prévu. On est resté chez nos parents et on a travaillé un peu à côté. Donc on a travaillé, on a travaillé à côté, t'as raison. On a été magasinier, on a été conseiller téléphonique du Covid. Si vous avez eu le Covid, vous nous avez peut-être eu au téléphone. Du coup, pendant un an chez nos parents, on a bien pu économiser quand même. Et globalement, c'est avec cet argent-là qu'on est parti. Moi, j'ai travaillé 6 mois aussi juste après mes études en attendant que Clément finisse les siennes. Et c'est avec cet argent-là qu'on est parti. Sachant qu'on n'a pas travaillé sur la route. On n'a pas Non, travaillé. on Il n'a y a pas des gens qui le font, nous on l'a pas fait. Non, on avait 0 revenu sur la route. Et là, on a 0 € sur nos comptes. Ouais, oui, comme le voyage dure un peu plus longtemps que prévu, on est revenu quasi à sec. Bah bon, on n'a pas à se plaindre. Non, carrément pas. Merci papa, maman. C'est quoi votre objet indispensable? Bah, notre objet indispensable, on est assis dessus. Je crois qu'on en a déjà parlé en plus dans les vidéos d'avant. Jingle coup de cœur. Jingle coup de cœur, c'est nos chaises Elinox qu'on a achetées au milieu du voyage, non, au bout de 6 mois quand on était en Chine. Bah, je me répète par rapport aux vidéos, mais j'en avais entendu parler avant de partir et je m'étais dit ça fait quand même un peu papy de partir avec des chaises. Et en fait, au bout de 6 mois à manger à plat ventre dans la tente et tout, on s'est dit bah les chaises finalement ça fait papy, mais c'est pas mal. Et c'est trop bien, ça pèse rien, une chaise ça fait 500 grammes, ça prend pas beaucoup de place, on est hyper confortable dedans, donc c'est trop cool. Et sinon un autre petit gadget qu'on a acheté durant le voyage, c'est une guirlande lumineuse dans la tente, je crois qu'on en a déjà parlé aussi. Je savais pas ce que t'allais dire et j'allais dire ça moi. Ouais. J'allais dire on a le droit d'avoir 2 différents et moi ça aurait été la guirlande parce que c'est pas un indispensable, hein. C'est un peu genre juste l'objet un peu... Ça fait une ambiance le sympa. surplus qui est genre trop bien quoi. Ouais. Et ça fait une ambiance sympa et c'est vachement convivial aussi, on s'était dit. C'est mieux que 2 lampes frontales, ça fait une petite ambiance où tout le monde voit la même chose et tout. Bon du coup j'enchaîne sur la prochaine question qui est l'inverse. C'est quoi l'objet qu'on n'a pas utilisé ou l'objet le plus inutile qu'on a emporté? Ça pour le coup on n'en a pas vraiment, on est parti avec pas mal d'équipements et on s'est alourdi au fur et à mesure, on a acheté des petites tasses, on s'est acheté une planche à découper, on s'est acheté un deuxième réchaud à un moment quand le réchaud à essence commençait à mal fonctionner. Mais en soi j'ai pas d'exemple d'objet où je me dis voilà ça on l'a pas utilisé pendant 2 ans. Il y a même plusieurs fois on a fait des colis pour renvoyer des trucs à la maison et à chaque fois dans ces colis là on se disait là on pourrait grave mettre des trucs dont on se sert plus et on avait rien, on a tout utilisé. On se servait de tout. Ouais. Question plus pour toi, est-ce que photographier et faire des vidéos sur la route ça intensifie ton expérience ou au contraire ça la gâche un peu? C'est une très bonne question, une question que je me suis beaucoup posée pendant le voyage, parce que c'est moi qui ai géré photo, vidéo. C'est hyper dur de répondre parce qu'il y a plein de fois où j'avais la flemme, il y a plein de moments où c'est un peu dur et tu te dis bah là c'est super beau, faudrait peut-être mettre le trépied, faire une vidéo quand t'es chez des gens et que c'est cool. D'un côté tu te dis il faudrait filmer mais en même temps t'as pas envie de casser l'instant en disant bah attendez, tout le monde s'arrête, je mets le trépied dans le coin de la pièce et après on recommence à rigoler. Donc c'est, enfin moi je trouve que c'est pas, comment dire, je dois me forcer en fait à le faire au quotidien parce que c'est pas, en fait à chaque fois, voilà, si on raisonne en termes de temps perdu, et quand on s'arrête pour mettre le trépied, en fait on perd 3-4 minutes, ce qui est vraiment pas énorme, mais c'est vrai que quand on roule et que c'est sympa, des fois on a la flemme de se dire bah on s'arrête, on sort le trépied, on le déplie, on le pose, on court, on fait les allers-retours, etc. Donc ça c'est d'ailleurs c'est plutôt pour la vidéo. La vidéo c'est un petit peu chiant. La photo, donc ouais, la vidéo, j'ai plutôt tendance à me dire je me force à le faire, mais quand on rentre là je suis trop content de regarder les images et tout, donc j'ai aucun regret. Tu le fais. Ouais, exactement. Et les photos par contre,
contre, c'est beaucoup moins une contrainte. Je sais pas si ça intensifie le moment, c'est plus que je sais que si j'avais pas d'appareil photo, je passerais mon temps à me dire ah là ça aurait fait une photo sympa, là j'aurais pu faire une image cool et tout. Donc en fait c'est plus un moyen de pas me poser la question et enfin moi j'aime bien faire des photos, pour le coup ça me comment dire, c'est un plaisir et c'est pas je vois pas ça comme une contrainte. Alors enfin la vidéo en fait c'est pas une contrainte en soi, c'est plus que c'est plus pénible de sortir un drone, de sortir un trépied qu'un juste un appareil photo. Donc c'est une bonne question. Des fois je me disais peut-être qu'on ferait mieux de voyager sans appareil photo, sans caméra pour pas s'embêter et vivre le truc à fond. Mais bon bah maintenant que c'est passé, je suis trop content d'avoir des milliers de gigas sur mon disque dur à regarder, ça fait des souvenirs cool. Donc j'ai pas la réponse en fait. Ouais c'est vrai. Et n'empêche ça permet aussi de se souvenir de certains visages je trouve. Parce que en fait on rencontre pas mal de gens et c'est vrai que les visages tu te souviens pas et au moins quand t'as une photo, bon, des fois c'est que des selfies mais quand t'as des photos un peu cool et tout c'est cool de pouvoir dire oui bah ça on se souviendra de son visage. Ouais. C'est un peu cool ça. Je suis d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de parler anglais pour faire un voyage comme ça ? Nécessaire, non. Je pense que ça aide beaucoup. Je pense que forcément, quand on va communiquer avec des gens, l'anglais c'est un peu la base. Donc si nous-mêmes on n'avait pas eu l'anglais, y a plein de discussions qu'on aurait pu rater et tout. Mais en soi, il y a quand même plein de fois où de toute façon en face, ils parlent pas anglais non plus. Et avec Google Trad, en vrai, ça facilite grandement la communication. Donc après, c'est un peu moins fluide des fois si toi t'as pas l'anglais. Mais voilà, en soi, c'est pas nécessaire. Comment vous décidiez de l'itinéraire sur la route ? Globalement, ce qu'on faisait quand on planifiait notre itinéraire par section de quelques centaines de kilomètres, ça allait de 200, 250 jusqu'à 700 km ou même plus à des moments où il n'y avait qu'une seule route, en Arabie Saoudite par exemple. Et globalement, ce qu'on faisait, c'est que avant d'arriver dans un pays, dans une région spécifique, on regardait un peu sur internet, auprès d'autres voyageurs, sur des blogs, sur Instagram, peu importe. On regardait un peu partout ce qu'il y avait à voir et ce qui nous faisait envie et ce que les gens disaient de plein d'endroits. On enregistrait les points sur Google Maps et après on traçait l'itinéraire dans Komoot. Il y a plein de trucs qu'on a ratés parce qu'en fait faut choisir. Des fois avec un temps et une somme, des économies infinies, on aurait pu faire tous les détours de la Terre. Et il y a toujours un peu un dilemme de est-ce qu'on fait le max de détours dans tel pays mais on aura moins le temps dans la région d'après ou quoi que ce soit. Mais en fait on faisait ça, on regardait principalement les points d'intérêt ou même les routes qui étaient jolies. Parce que il y a des pays où il y a vraiment des itinéraires scéniques ou quoi, des trucs comme ça. Typiquement, deux pays qu'on oppose souvent à ce niveau-là, c'est l'Ouzbékistan et le Kirghizistan. Dans le sens où l'Ouzbékistan, c'était les villes de la route de la soie, c'était hyper beau. Entre les villes, c'était du désert un peu ennuyeux avec des routes un peu pénibles parce que beaucoup de circulation, tout ça. Donc là, en Ouzbékistan, c'était vraiment, on allait d'un point A à un point B. On allait vraiment d'un point d'intérêt à un point d'intérêt, d'une grosse ville à l'autre. Et au Kirghizistan, il y avait moins de villes, de points d'intérêt spécifiques. Par contre, la route en elle-même, c'était un point d'intérêt. C'était trop beau, il y avait des montagnes, de la neige, tout ça. Je m'écarte peut-être un peu de la question. Mais pas tant, du coup, c'est juste... on regarde et les endroits et les routes cool, quoi. En gros, c'est ça, on se faisait un petit nuage de points et après, en fonction, on essayait de décider de là où on préférait passer, sachant que des fois, ça dépendait aussi de notre humeur, entre guillemets. Il y a des régions où des fois, on était fatigué un peu dans sur certains mois, on avait un peu moins d'énergie, donc on essayait d'éviter la montagne si c'était possible. Il y a d'autres fois, on avait envie de s'éloigner de la mer, par exemple, donc là, on allait dans la montagne. C'est clair. Donc c'est un peu varié. Comment est-ce que vous avez géré l'eau dans le désert ? Dans le désert. Alors de base sur nos vélos, on a 2 gourdes chacun, ce qui fait environ 1,5 litre chacun. Tous les jours, avant d'aller au bivouac, on remplit une grosse poche à eau de 3 litres qui nous permet de boire le soir, de faire à manger et de repartir avec de l'eau le lendemain. À la base, on en avait une de 6 litres, mais on l'a perdue, donc on en a racheté une de 3 litres. C'est moins bien, mais ça fait le taf. C'est vrai, et à la fin, on a troué celle de 3 litres, donc on prenait 2 grosses bouteilles d'eau. Ça a été de pire en pire, le stockage de l'eau. Et pour répondre plus à la question du désert, il y a juste une section où on a eu besoin de stocker un max d'eau. C'était quand on est allé à Bekatata. On savait qu'on avait... Au Kazakhstan, pardon. On savait qu'on avait 2 jours où on allait vraiment croiser personne, pas une âme qui vive, pas une voiture, pas une route. Et du coup, là, on devait mettre toute notre eau sur nos vélos. On a réussi à stocker 24 litres en mettant des bouteilles un peu partout. On avait pris max de bouteilles d'eau et on en a foutu vraiment partout, sur les sacoches, à travers notre porte-bagages. On avait pris un petit sac à dos avec la poche à eau à l'intérieur. Enfin bref, du coup 24 litres au grand max. Et sinon, du coup, dans les sections où il n'y avait pas rien du tout, en fait, la plupart du temps, comme on a dit avec nos pneus, là, on suivait des routes. Et du coup, sur les routes, il y avait des voitures et des camions. Et en fait, ils ont toujours tous de l'eau
parce qu'ils savent ce que c'est de traverser un désert, eux. Donc nous, on était en déj d'eau, mais en fait, on tendait le pouce et les gens, ils s'arrêtaient des bouteilles d'eau, vraiment, mais sans souci, quoi. Il y a même, tu te souviens, un soir, il y a un mec qui s'arrêtait, un camion qui s'arrêtait, il nous a donné un pack de 6 bouteilles. Et des fois, on n'avait même pas besoin de demander. Enfin, des fois, on tendait le pouce, on agitait une gourde pour demander de l'eau. Des fois, les gens s'arrêtaient d'eux-mêmes. En Arabie Saoudite, par exemple, ça arrivait souvent que les gens s'arrêtent d'eux-mêmes et nous donnent de l'eau quand qu'on en ait besoin ou pas. Donc, ouais, en fait, tant qu'on est sur de la route et qu'il y a du monde, on sait qu'on va pas mourir de soif. Puis, de temps en temps, il y a des stations-service, donc là aussi, il y a de l'eau. Ouais, c'est clair. Bah, par exemple, en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de stations-service. Donc là, c'était assez ok. C'est vrai que, par exemple, dans le désert, effectivement, de l'Asie centrale, il n'y avait pas de station-service. Donc c'était... Mais c'est la seule fois que c'est arrivé. C'est la seule fois, ouais. C'était uniquement grâce aux camionneurs et aux voitures. On évoquait les voitures. Comment se passe la cohabitation avec les voitures ? Alors globalement, à part certains pays spécifiques, genre la Suisse ou l'Autriche, où il y a une grosse culture du vélo, donc il y avait des pistes cyclables, donc là on se sentait particulièrement safe, on n'a pas l'impression d'avoir été très en danger dans certains pays et très safe dans d'autres, à part les 2-3 que je viens de citer. C'est vrai que les gens, j'ai l'impression qu'ils s'amusent souvent à faire des classements en disant « Ah, le pire pays pour le vélo, c'est le Vietnam, maintenant le pire pays, c'est l'Inde, etc. » Évidemment, il y a des différences, mais ça dépend pas vraiment de la réglementation, parce qu'en fait, quand t'es à vélo, peu importe s'il y a une règle de dépassement d'1 mètre, 1,50 m comme en France, en fait, les gens qui sont malins, ils s'écartent, peu importe la réglementation, et les gens qui en ont rien à foutre, ils te frôlent, que tu sois en France ou que tu sois au Pakistan. Donc au niveau de la conduite des gens, ouais, moi j'ai pas trouvé que ça, il y a des cons partout et des gens qui se comportent gentiment avec toi partout. Et en fait, ça dépend plus, je trouve, des infrastructures qu'on emprunte. Typiquement, quand on est sur des routes où il n'y a pas de bas-côté, même si c'est limité à 50, quand les voitures elles te frôlent à 50, c'est hyper flippant. Et à l'inverse, aux Émirats, on a pris l'autoroute avec les vélos. Bon, c'était pas autorisé, mais on s'est retrouvé sur l'autoroute avec les vélos. L'autoroute là-bas, elle est limitée à 160, sauf qu'en fait, il y a une bande d'arrêt d'urgence qui est gigantesque. Donc effectivement, s'il y a une voiture qui fait une sortie de route et qu'elle nous rentre dedans, on n'est pas bien. Mais en fait, comme on était loin des voitures, elles passaient très vite, mais elles étaient loin de nous, donc on se sentait relativement safe. Alors qu'on était sur l'autoroute, c'est quand même pas le truc le plus sécuritaire, je sais pas si ça se dit. Donc globalement, la cohabitation avec les voitures, c'était, j'allais dire, un peu compliqué partout. Il y a des gens qui nous frôlent un peu partout. C'est pas la majorité, mais ça arrive de temps en temps. Une section qui était quand même bien compliquée, c'était la route le long de la mer Noire en Turquie, où il y a des tunnels qui sont terrifiants. Parce qu'il n'y a pas de bas-côté, c'est des tunnels à double sens, il y a des camions qui roulent à fond, sans phare et tout. Je pense que c'est la route la plus dangereuse qu'on ait prise, honnêtement. Ouais, il y a moyen, ouais. Et petit point d'attention sur le Vietnam aussi, où en soi les voitures c'est ok et tout, c'est juste il y a beaucoup de motos et les motos se laissent pas la priorité, c'est vraiment genre tu rentres, tu regardes pas, advienne que pourra, et ça c'est quand même un peu perturbant, ouais. On a mis un peu de temps à s'y faire. Ouais. Mais globalement, mais sinon, même au Pakistan, où dans le centre du pays, la circulation était un peu plus chaotique, j'ai pas le souvenir de m'être senti plus en danger qu'ailleurs. Le plus gros problème qu'on a eu en fait avec les voitures, on a jamais, enfin si, moi j'ai eu un accident en Grèce, mais à part ça, rien du tout. Comme quoi, il suffit pas d'aller au bout du monde pour être en danger. Mais c'est les klaxons, ça partait pas toujours pas forcément d'un mauvais sentiment. Il y a plein de pays où les gens ils nous encourageaient en klaxonnant, ce qui est très gentil, mais en fait, il y a des journées où c'était un klaxon toutes les 30 secondes. Et à la fin de la journée, on avait la tête comme ça. Extrêmement bruyant. Et c'était hyper bruyant. Mais en même temps, c'était compliqué. Nous, ça nous faisait enrager. Mais en même temps, les gens, ils étaient sympas. Genre, ils nous faisaient des signes, ils klaxonnaient, tout ça. Forcément, c'est comme ça. Ouais. C'est chiant parfois, mais ça fait partie du jeu aussi. Comment vous supportiez et est-ce que vous êtes engueulés ? Jamais. Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Oui, on se dispute, mais c'est logique en même temps, on est que tous les deux, on est 24 heures sur 24 ensemble, on a faim, on est fatigué, enfin genre toutes les conditions sont réunies pour qu'on se dispute honnêtement. Ouais. Oui, c'est un terrain propice. Ouais, c'est ça, ça arrivait pas souvent non plus, mais forcément ça arrive. À noter que ça arrivait de moins en moins quand même au fur et à mesure du voyage, et ça durait de moins en moins longtemps, mais ça arrive, c'est un peu ridicule, on dit comme ça, mais vraiment quand on se dispute, et puis après on roule un peu loin. J'accélère un petit peu ou je ralentis. Ouais, voilà. Et puis bon, au bout d'un moment, ça passe. Et l'avantage d'être que tous les deux, c'est aussi que, au bout d'un moment, t'es obligé d'interagir avec l'autre, tu vois. Donc tu peux pas rester à 1 km l'un de l'autre indéfiniment. Donc au moins, on se rabiboche assez vite. Et c'est vrai que c'est une spécificité d'être à deux aussi. C'est que quand il y a une prise de décision et qu'on n'est pas d'accord, il y en a forcément un qui gagne, quoi. Enfin, où on va choisir son idée. On peut pas voter. Genre, si t'es en groupe et que t'es un nombre impair. À moins qu'on se mette d'accord, mais en soi, quand c'est des situations, genre, on va à droite ou à gauche, des fois il n'y a pas d'accord, enfin forcément il y en a un qui va être déçu, quoi. Et si au final c'est le mauvais choix, il dirait que c'est tentant de dire
Tu vois, on je te aurait dû l'avais dit. m'écouter, Je ouais te voilà l'avais c'est dit. ça. Donc ça c'est hyper tentant quand on est à deux, et en fait ce qu'il faut apprendre à faire c'est vraiment être une équipe, dans le sens où genre quand il y a une décision de prise, c'est genre on va à droite ou à gauche, l'autre il dit droit. Si moi je dis bon ok vas-y on tue, on va à droite, bah au final moi aussi j'ai choisi d'aller à Faut droite. dire que c'est ta décision. Donc ouais. en fait c'est notre décision et on est tous les deux responsables de toutes les fautes. Mais pareil sur des trucs qu'on oublie de faire ou des trucs comme ça, c'est genre bah en fait on est tous les deux responsables d'avoir oublié la sauce tomate au supermarché. Et il faut se dire en fait ouais c'est ça, dès qu'il y a une couille c'est notre responsabilité à tous les deux. Mais c'est pas facile, ça c'est dans C'est un monde hyper idéal, mais dur, c'est mais- hyper dur à faire. Très vite quand tu te dis bah j'avais raison, t'as forcément envie de le faire remarquer. Ce qui n'arrange rien, en plus c'est vraiment un truc d'ego. Parce qu'en soi, enfin c'est terrible, tu vis les deux côtés pendant le voyage, et quand c'est toi qui es en tort et que l'autre te le fait dire, t'as envie de... Putain, je m'en fous. Et à l'inverse, quand l'autre est en tort et que c'est toi qui avais raison, tu fais eh là, tu Ouais. vois, je te l'avais dit. Alors que ça n'arrange rien. Mais bon, on Oui, apprend tout forcément. doucement, faut parler beaucoup. Question pour toi, parce que c'est toi qui cuisines, qu'est-ce que tu nous faisais à manger? Comment tu gérais la bouffe en bivouac? Pendant le voyage, on a mangé, je pense, 4 plats différents, pas plus, j'exagère un petit peu. En fait, on mangeait du riz ou des pâtes, quasiment systématiquement, et dedans, on mettait des légumes, parfois on se faisait des œufs, parfois on se trouvait des petites protéines de soja texturées, notamment dans la péninsule arabique, on a mangé que ça pendant 3 mois, c'était incroyable. Idyllique. Mais globalement, donc on n'a pas mangé très diversifié, on essayait de manger des légumes et essayer d'ingérer un petit peu des calories, parce qu'on en avait besoin. Mais l'avantage, c'est que nous, on se lasse pas trop de la nourriture, donc même si on mange la même chose pendant longtemps, ça nous va. C'est ok, tant que c'est mangeable et ouais. que c'est un peu bon. c'est Ouais, ok. le souvenir que j'ai, enfin l'exemple qu'on donne souvent, c'est que un jour en Chine, on est resté 10 jours dans un hôtel et on a mangé pendant 10 jours, matin et soir, les mêmes boîtes de nouilles instantanées à la tomate. Mais en soi, moi je suis très contente avec mes nouilles à la tomate. 20 paquets de nouilles en 10 jours, moi ça m'a pas, à la fin j'en avais pas ras-le-bol quoi. Et sinon, au niveau du stock, je pense qu'on pouvait avoir 4-5 jours d'autonomie en se chargeant beaucoup. Mais globalement, comme c'est des pâtes du riz, ça se trouve partout. Quand on était un peu à sec, on rachetait un petit paquet. Ça fait plaisir. Quel a été le meilleur plat que vous avez goûté? Tes boulettes sauce tomate, l'Arabie Saoudite. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est végétarien, donc Oui, c'est vrai. il y a pas mal De plats qu'on peut pas goûter. pas mal de plats qu'on n'a pas goûté, donc on est passé à côté de beaucoup de trucs. Ouais. Dans ce qu'on a goûté, on a adoré les khachapuri en Géorgie. C'est une sorte de gros pain en forme de barque, un peu comme une pizza allongée, avec dedans un fromage, un mélange de fromage avec un jaune d'œuf et du beurre. C'est un poil calorique, mais c'est excellent. Comment vous gériez les différences culturelles? C'est une très bonne question. C'est vrai que quand on a des discussions avec des gens dans plein de pays, etc., ça arrive de temps en temps que et forcément il y ait des désaccords entre guillemets parce que les gens ils ont des opinions sur la place des femmes par exemple. Je pense à ça parce que c'est ce qui est revenu de temps en temps. Donc les gens nous disent oui bah moi je pense tel ou tel truc. Des opinions avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, voire pas du tout d'accord, et qui nous scandalisent un peu. En même temps, nous on se dit que c'est pas forcément notre place de remettre ça en question avec les gens. Souvent quand on discute avec des gens, c'est parfois dans des contextes où on est invité chez eux par exemple. Donc nous ils nous invitent, ils nous offrent à manger, etc. Et moi je me sens pas de faire la discussion et de dire alors ce que vous pensez est faux et d'ailleurs je vais vous le prouver. Enfin, moi je m'en sentirais pas capable et je pense que c'est pas à notre place de juger. Genre on va voir d'autres cultures, c'est obligé d'être. On se retrouve forcément confronté à ce genre de. Donc on dit pas truc-là. non plus genre vous avez grave raison, Ouais. mais bon on reste. Enfin moi quand ça m'est arrivé perso, bah, je restais en retrait quoi. Je suis Ouais. genre ok. D'accord. Genre, Ouais, en fait c'est compliqué. et On je essaie de recevoir le regrette truc. pas, quoi. Ouais. Bah voilà, évidemment ça arrive. Ouais. Donc, mais après, déjà il y a aussi il y a des trucs qui Il y sont a des plus ou moins lourds comme sujet entre guillemets. Donc sur la place des femmes qui sont faites pour élever des enfants parce que c'est la biologie et qu'elles devraient ne c'est pas ça. travailler et tout. Puis si tu vas argumenter là-dessus, enfin tu sais En fait, on sait que ça change rien. Ouais c'est ça. C'est On pas sait ton que- petit ouais. avis. Machin, tu vas pas changer des décennies de culture. Après, si tu dis ça, c'est aussi un truc de genre, eh ben dans ce cas-là, on peut rien changer, et dans ce cas, tu changes jamais rien. Non, tu c'est vois. juste c'est pas mon Mais rôle. Moi, c'est je pas trouve, ton rôle, c'est pas c'est mon en rôle. tant que voyageur, machin, bon. C'est pas mon rôle. On va chez les gens, j'ai pas envie Ouais, c'est ça. d'essayer de tout disrupter. Et à l'inverse, des fois, c'est juste. Moi, j'avais des boucles d'oreilles, donc il y a des gens qui me montrent les boucles d'oreilles qui disent mais ça c'est pour les femmes normalement. Bon, ça c'est un peu. Enfin, c'est pas très agréable, mais c'est pas non plus, c'est pas dramatique. Pas la mort. Je pense à un autre truc. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une différence culturelle, mais des petits moments comme ça où il faut juste laisser couler et tu dis de toute façon on va pas se comprendre, mais c'est pas très grave. Ouais.
On était à Riyad, donc en Arabie Saoudite, invités chez des gens et il y avait un grand buffet, enfin c'était trop cool. Et donc c'était des gens qui étaient assez aisés, donc ils avaient tous des grosses voitures, etc. Et ils m'ont demandé pourquoi j'étais végétarien et donc j'ai dû expliquer à 10 Saoudiens qui étaient en train de ronger leur cuisse de poulet que je mangeais pas de viande pour des raisons écologiques. Et devant ils avaient tous leur gros 4x4 et leur voiture de sport qui était garée. Donc là c'est le genre de truc où je me dis j'explique, je dis je mange pas de viande parce que le CO2 tout ça. En soi je pense que ça n'aura aucun impact. Mais c'est pas très grave dans cette situation-là d'être en désaccord, c'est pas un truc fondamental. Non c'est ça. Et puis ça, non, mine de rien, ça fait partie du voyage aussi. Enfin, c'est un peu aussi pour ça que. Oui, c'est sûr que ça. Oui, ça va rien changer. C'est vrai qu'ils vont te dire genre pourtant le poulet c'est bon, t'es genre écoute. Ouais. Mais voilà quoi. En fait, nous, notre position, c'est de dire on laisse couler et malheureusement, on pense que de toute façon, on fera pas changer d'avis les gens et que ça amène rien de positif d'essayer de débattre de certains sujets. Je sais pas si c'est la bonne position. Il y a plein de fois où il nous arrivait où les gens ils nous disent des dingueries et nous on dit rien et après on se regarde quand on est tous les deux et on se sent coupable. On dit mais en fait on est nuls à rien dire, à pas les contredire quoi, parce que c'est horrible ce qu'ils disent et en même temps t'es chez eux, ils t'offrent des frites, tu vas pas dire non moi je pense vraiment pas du tout, vous êtes dans le faux. Tu vas pas dire ça quoi. Ou même il y a plein de fois où on nous faisait visiter des trucs religieux et dans ce cas-là ils t'expliquent tout ce que eux ils croient, ils disent genre vraiment eux ils l'affirment fort en mode genre vous avez tort et moi j'ai raison. Toi tu vas pas dire non je pense que c'est l'inverse. T'es pas dans une ambiance. Des fois on se sentait coupable mais je pense que c'est pas notre rôle, c'est pas la position à avoir. En tout cas c'est notre point de vue. Puisqu'on parle de culture, quel a été le top 3 des claques culturelles? La première, c'est de manière très basique la frontière avec la Turquie. C'est la première fois que j'allais dans un pays musulman et en vrai, ça change quand même beaucoup. Enfin, tu vois, le soir, t'as le muezzin, tous les trucs comme ça. La culture de l'hospitalité, elle est folle. Et ça, en vrai, tout est différent en fait. Tout est différent, c'est vrai. La monnaie, la langue, comme dans tous les autres pays, mais la religion est différente, l'architecture est différente, les habits, tout est différent. Il y a un gros gap en fait. C'est ça, exactement. En même temps, c'est pour ça qu'on dit que c'est une claque culturelle. Donc, premier gros gap, la Turquie. Et le deuxième gros gap, je pense que c'était la Chine. En plus, c'était une frontière qui faisait un peu peur. La première fois qu'on l'a passée, quand même, on était un peu pas hyper à l'aise. Enfin, moi, j'avais un peu peur. J'avais peur qu'ils fouillent mon téléphone ou des trucs comme ça, ou qu'ils posent des questions ultra pointues. Et nous, on était en vélo, c'était un peu machin. Et en fait, ce qui était fou, c'est que c'était pas la première fois que ça arrivait pourtant, mais on disait rien quoi. Il y avait aucun truc en anglais. Tous les menus, c'était écrit en chinois. Et ça en vrai c'était pas facile et puis il y a vraiment une culture très très différente je trouve dans la manière de cohabiter avec les autres et tout, même dans les transports, enfin TikTok à fond et tout, en vrai c'est fou mais tu te dis waouh c'est trop bizarre. Et c'est là, je repense différence culturelle, on essaye de pas juger, instinctivement on a envie de juger et en fait c'est dur je trouve de déconstruire, je sais pas si c'est le bon mot, de ce truc là et d'essayer de se dire non mais en fait c'est juste c'est différent et faut réussir à le faire, faut le recevoir, c'est ça en fait. Exactement. Et il y a sûrement plein de trucs que nous on fait qui choquent les gens, qui les choqueraient. Des fois on se balade pieds nus et faut surtout pas se balader pieds nus et tout. Tout ça pour dire que c'est très différent de chez nous. Et une petite claque culturelle. La première fois la seule journée qu'on a passée en Irak vraiment fédéral, enfin pas le Kurdistan quoi, on a passé que 24 heures et on a été invité vraiment au bas mot une vingtaine de fois. Et en vrai, alors qu'on était déjà passé dans des pays où l'hospitalité quand même est assez forte, ça nous a quand même choqué. Genre c'était un autre level, vraiment c'était fou. Donc ça, je pense le 24 heures très intense. Ouais. Comment t'arrives à équilibrer l'envie d'aller toujours plus loin et l'envie de profiter du moment? L'envie d'aller toujours plus loin, moi je l'ai beaucoup eu au début du voyage, notamment en Europe, dans les Balkans, parce que c'était un peu le début, donc t'as envie d'avancer, t'as envie t'as envie de faire des kilomètres, te dire je fais un grand voyage, etc. Donc il y avait un côté un peu frénétique, et en plus dans les Balkans, il y a plein de pays qui sont pas très grands, donc c'est vrai que dès qu'on arrivait dans un pays, moi je me projetais tout de suite vers la frontière suivante, je me suis dit ça y est, on est arrivé en Slovénie, vivement la Croatie, et quand on arrivait en Croatie, je me disais vivement le Monténégro, et après vivement l'Albanie, tout ça. Donc c'est vrai qu'en Europe, moi j'avais un peu ce truc là où j'avais du mal à profiter du moment et de ce qu'on voyait, et je me disais toujours dans 5 jours on va passer dans un nouveau pays et ça va être cool. J'arrivais pas trop à lutter contre ça, c'était un peu j'avais envie d'avancer, j'avais envie de faire des kilomètres, de passer des frontières, tout ça. J'ai l'impression que ça a un peu disparu, premièrement avec la Turquie, parce que la Turquie par rapport à tous les pays qu'on avait traversés avant, c'est très grand. Typiquement la Croatie, on y a passé 10 jours et c'était je pense le pays dans lequel on a passé le plus de temps dans les Balkans. La Turquie on y a passé 1 mois et je pense comme la Turquie c'était très grand, je pouvais pas rentrer en Turquie et me dire bientôt c'est la Géorgie. On était entre guillemets obligé de se focaliser
focaliser sur la Turquie, et c'était trop cool. Donc il y a eu ça un peu. Et je pense aussi qu'on avait envie d'avancer pour dire on est allé dans tant de pays, essayer de se prouver qu'on était en train de faire un truc, un grand voyage, etc. Et je pense qu'au bout d'un moment, enfin au bout d'une certaine durée de voyage, on n'avait plus rien à se prouver à nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on était plus, moi en tout cas, j'étais plus dans l'idée de me dire on est dans un pays trop cool, on en profite au maximum, puis la suite on verra. Je me souviens que je me suis fait cette réflexion-là quand on a quitté l'Iran la première fois, où je me suis dit, je pense que si ça avait été au début du voyage, je me serais dit on quitte l'Iran plus tôt que prévu, mais c'est pas grave, j'y suis allé, c'est fait entre guillemets. Alors qu'en fait, quand on a quitté l'Iran à ce moment-là, moi je me disais je suis déçu de partir maintenant, j'espère juste que je pourrai y revenir. Après c'est vrai que je pense à ça, profiter au maximum de l'instant présent et pas penser à la suite. C'est un truc qui est pas très, qui est pas très poétique entre guillemets, qui est un peu triste parce que en soi, on aimerait des fois se dire on est dans un pays, passons-y le plus de temps possible. En fait, malheureusement, comme on n'a pas de l'argent illimité, du temps illimité, on sait que quand on fait quelque chose à un endroit, c'est forcément quelque chose qu'on fera pas plus tard. Donc faut pas trop penser comme ça, sinon on se met la pression, on profite de rien. Et par exemple, quand on était en Thaïlande, on n'est pas allé sur les îles que tout le monde nous recommandait parce que c'était très beau, parce qu'on pouvait voir des poissons, tout ça. Parce qu'en fait, à cette période-là, on était un peu lassé de la mer. Ça va être horrible dit comme ça. On était un peu lassé de la mer, des cocotiers, tout ça, des plages. Et c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, vu que prendre un bateau pour aller sur les îles, ça coûte cher, et puis après louer un kayak, ça coûte cher, on s'est dit que ça allait sûrement nous faire plus plaisir de garder de l'argent pour faire des randos au Pakistan que d'aller sur des îles en Thaïlande. Et c'est vrai que quand on dit ça, on a l'impression d'être un peu horrible parce qu'on dit on est en Thaïlande, peut-être qu'on n'y retournera jamais, donc autant le faire à fond. Mais on gardait quand même en tête cette idée que faire quelque chose à un endroit, ça nous empêchait peut-être de faire quelque chose ailleurs. Et en même temps, c'est pas forcément une mauvaise chose de penser à ça, parce que je pense que si on n'avait pas réfléchi de cette manière-là, peut-être qu'en Thaïlande, on se dit on y est, et on dépense plein de sous pour aller faire de la plongée avec des poissons, alors qu'en soi, moi je sais que j'ai pris plus de plaisir justement à faire des randos au Pakistan, à voir d'autres choses. Donc je sais pas pourquoi je racontais ça. C'est ok en fait de pas relate à tous les paysages. Ouais. Non, mais c'est plus ce truc de c'est pas grave de pas aller à tous les endroits, et juste il y a des paysages qui nous touchent plus que d'autres. Par exemple, nous l'Asie du Sud-Est, c'est pas la section qu'on a préférée. Ouais, ça nous plaisait moins niveau paysage. Enfin, c'est pas que c'était pas bien, genre c'était il y a plein de moments trop cool, on a fait des rencontres trop sympas, on a vu des choses trop bien aussi. C'était cool, mais c'est vrai qu'on a préféré plutôt filocher, et à la fin, et par contre au Pakistan, on a fait tout notre visa, et là pour le coup, on faisait de la rando et tout, ce qu'on n'avait pas trop fait avant, on s'arrêtait pour faire des randos. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est un truc qui a changé au fur et à mesure du voyage en fait, cette envie d'aller toujours plus loin. Combien de fois est-ce que vous vous êtes posé la question d'arrêter le voyage ? Quand même pas mal de fois, j'en ai eu marre en vrai. Après, de là à se dire on arrête le voyage, c'est plus compliqué que ça. D'un côté, parce que vu qu'on se disait qu'on voulait pas prendre l'avion, arrêter le voyage, ça veut juste dire faire demi-tour. Donc même si tu prends des transports et tout, t'en as quand même pour un bon mois et une grosse logistique. C'est toujours plus facile que de le faire à vélo, mais le fait de devoir réserver des trains, des bus, etc., c'est un peu dissuasif. Et d'un autre côté aussi, si on s'était dit ok, on en a marre, on rentre et tout, ça veut dire on renonce à plein de trucs en fait. Et en fait, quand on est parti, on s'est dit on roule jusqu'à ce qu'on en ait marre, et puis quand on en a marre, on rentre. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est comme être en couple avec une personne, pour faire une petite comparaison. Ou si tu te dis le jour où on s'aime plus, on se sépare. À partir du moment où tu as des projets ensemble, tu as construit des trucs, etc., c'est plus dur. Enfin, c'est pas aussi évident que ça. Et le vélo, c'est pareil. En fait, on peut se dire en partant, on roule. Le jour où on en a marre, on s'arrête. Sauf qu'il y a plein de moments où on en a eu marre, mais on sait pas si on en a marre parce que des fois on en a marre parce qu'on est fatigué, des fois on en a marre parce que la météo est pourrie, des fois on en a marre parce qu'on est un peu lassé du paysage. Donc à chaque fois on se dit c'est peut-être passager, ça reviendra peut-être plus tard. Et puis des fois on en a vraiment marre, on en a marre, mais on a échafaudé des plans pour la suite, et on se dit là c'est chiant, mais on a quand même un peu envie d'aller voir ce qui se passe plus loin, etc. Ouais, c'est ça. Donc oui, on en a eu marre plein de fois. Dit comme ça, on dirait qu'on en a marre tout le temps, mais c'est pas le cas. Non, mais ça arrive quand même souvent, tu sais, c'est pas facile non plus comme truc de faire du vélo et tout, c'est physique, blabla, mais jamais au point d'envisager sérieusement le truc, genre c'est limite commencer à planifier et tout. Il y a vraiment une fois où on s'est posé la question, c'était la première fois qu'on était en Iran, donc c'était vraiment une période compliquée. On voulait reprendre le vélo, mais il faisait tellement chaud qu'on a dû abandonner le vélo, faire du stop. Après on s'est retrouvé coincé à Bandar Abbas, donc une ville du sud de l'Iran. On avait commandé une carte bleue et la carte bleue arrivait pas, on avait quasiment plus de liquide, donc on était dans des petits hôtels pas chers et on arrivait au bout de nos sous. En plus de ça, on s'est rendu compte qu'on avait un problème d'appareil photo depuis 1 an et demi, donc que la majorité de nos plans étaient inexploitables. Donc ça nous a mis un gros coup au moral, et à ce moment-là, ça faisait pas mal de coups durs qui se sont superposés, et là on s'est dit peut-être qu'en fait là on ferait mieux de rentrer, tant pis. On l'a pas envisagé sérieusement dans le sens où on n'a pas commencé à chercher des trains, des bus, à voir par où on pourrait partir. Et moi je me suis surtout dit si on le fait là, ce sera un peu sur un coup de tête, et en rentrant on sera hyper déçus. Peut-être que l'on l'aurait pas été, j'en sais rien. Mais là, on a un peu fait le dos rond, et après ça s'est amélioré, et au final, on regrette pas d'avoir continué. Ouais. Est-ce que vous auriez pu voyager plus longtemps ?
financièrement, on aurait pu voyager peut-être quelques mois en plus, pas beaucoup plus. On aurait pu. C'est vrai que sur les 7-8 derniers mois, on sentait qu'il y avait une fatigue qui s'installait un petit peu. On avait moins l'énergie de gérer les problèmes qui nous arrivaient. Et puis il y avait quelques sections un peu stressantes qui nous attendaient. Donc ouais, on avait un peu envie de rentrer chez nous. Après, ce sentiment, il s'est vraiment dissipé quand on est arrivé en Turquie. Et puis après, quand on est arrivé en Europe, où là, c'est devenu beaucoup plus tranquille. Il n'y avait plus de problème de visa, plus de problème de monnaie, plus de zones sensibles, etc. Donc en soi, en Europe, on aurait bien voulu rallonger un peu le voyage. Si on avait pu, on serait peut-être allé en Norvège, peut-être allé au Cap Nord ou j'en sais rien. Je sais pas, moi j'étais déjà un peu là, souci. Parce que certes c'était plus facile, mais dès qu'il y avait un coup dur, il était dur, tu vois. Ouais, en Europe moins quand même. Mais surtout, non, surtout c'est plutôt au niveau de la saison. On est rentré en octobre, donc en fait la question s'est même pas posée. Peut-être que si on avait été au printemps, on serait dit on va peut-être faire des petits détours, essayer d'aller tâter les 40 000 km et tout. Le fait d'être en octobre, ça aurait voulu dire rouler dans du mauvais temps, s'équiper pour le froid si on avait voulu aller en Scandinavie, tout ça. Donc on aurait pu, mais on a bien fait de pas le faire, je pense. Question plus spécifique, est-ce que le Pakistan c'est safe ? Alors d'après France Diplomatie, d'après le ministère des Affaires étrangères, non. Il ne faut pas aller là-bas. Ça, c'est la réponse très scolaire, mais en même temps, France Diplo, c'est cool, il y a plein d'infos intéressantes là-dessus. Alors déjà, le Pakistan, c'est un pays qui est très grand, donc ça dépend vraiment des régions, il y a des grosses disparités. Les régions qu'il vaut mieux éviter, c'est le Baloutchistan, où il y a des attaques terroristes relativement fréquentes, et à la frontière afghane où il y a des tensions et des affrontements avec les talibans pakistanais. Il y a en ce moment une recrudescence des attentats depuis quelques années au Pakistan où il y a beaucoup de morts chaque année, donc notamment au Baloutchistan et dans les régions le long de l'Afghanistan. Après, donc, là on va répondre d'un point de vue très personnel. Nous dans le nord du pays, donc au Gilgit-Baltistan, à la région du nord dans les montagnes, nous on s'est vraiment pas senti en danger, donc encore une fois c'est très subjectif et peut-être qu'on l'était, qu'on s'en est pas rendu compte. Avant d'y aller on avait peur, on se demandait si on faisait pas une connerie, mais en fait dès qu'on est arrivé là-bas c'était très tranquille dans la montagne. Dans le nord, on était autonome à vélo. Enfin, il y avait des checkpoints de temps en temps, mais on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. On bivouaquait, on était hyper libre et on se sentait vraiment pas menacé, quoi que ce soit. Les gens étaient hyper accueillants. À partir de la fin des montagnes, on a été suivi par la police pendant une petite semaine. Mais là, encore une fois, donc on a eu de la chance. Les policiers étaient très sympas avec nous. On n'a eu aucun souci. Là, pareil, je me sentais pas spécialement en danger, même suivi par des policiers. Donc le nord du Pakistan, honnêtement, nous, on a trouvé que c'était une région qui était assez tranquille à l'époque où on y était en tout cas, et c'est notre ressenti très personnel. Après, pour aller jusqu'en Iran, on a traversé donc depuis Lahore jusqu'en Iran en bus, donc en faisant Lahore-Karachi, et après on a dû traverser le Baloutchistan en bus de nuit. Ça, c'était beaucoup plus stressant parce que quelques semaines avant, il y avait eu justement des attaques au Baloutchistan sur des autoroutes et sur des routes où il y avait eu beaucoup de morts. Donc sur le moment, c'était quand même une section assez stressante. Donc en fait, c'est difficile de répondre le Pakistan en général parce que encore une fois, c'est un pays qui est très grand, ça dépend des régions, ça dépend des périodes, ça dépend des tensions géopolitique avec l'Inde, avec l'Iran, avec l'Afghanistan, etc. Mais en tout cas, on a trouvé, nous, que le nord du pays était très tranquille dans la montagne et même... C'est une région, n'empêche, assez touristique. Il y a beaucoup d'alpinisme là-bas et on croisait des quarts de... Enfin, pas souvent, mais des quarts de touristes et tout. Et c'est quand même une région assez soft. Et globalement, d'ailleurs, je pense, pour les zones de danger, les zones déconseillées par France Diplomatie, l'Iran, l'Irak, tout ça, malheureusement, quand on voyage à vélo, je pense que le plus grand danger, c'est la circulation. Et c'est vrai que les gens s'inquiétaient à raison, mais quand on était en Iran ou au Pakistan, il y a des gens qui s'inquiétaient pour nous, ce qui était légitime, je pense. Enfin, je peux pas leur jeter la pierre. À l'inverse, quand on était en Thaïlande, les gens étaient contents et nous disaient ça se passe bien tout ça, alors qu'en fait en Thaïlande, d'un point de vue circulation, enfin pas en Thaïlande spécifique, mais quand on arrivait à Bangkok, t'es sur des routes qui sont très passantes, donc là t'es en danger. Et je pense que le plus gros danger qu'on a rencontré en vélo, nous, c'est pas le terrorisme, c'est pas les enlèvements, c'est pas quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment la circulation. Qui aurait pu prédire? Je dis n'importe quoi. Non, donc le Pakistan, est-ce que c'est safe? Bon, je sais pas, c'est pas à nous de le dire en fait non plus, mais non. Après, nous quand on y était, on s'est pas senti pas safe. Mais non, dans le nord en tout cas. Non. Et ce qui nous avait beaucoup rassuré aussi, c'était de parler avec des gens qui y étaient allés avant, qui nous expliquaient comment ça s'était passé, comment ils se sentaient là-bas. Après, il faut prendre avec des pincettes. Ouais, il faut se méfier aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de gens sur des groupes WhatsApp de cyclistes, sur les réseaux sociaux. Pour qui tout est safe. Ouais, qui en gros se la pètent un peu et je pense qu'ils se jouent du truc de les gens pensent que c'est dangereux, donc moi je vais insister au maximum en disant non, c'est safe. Et donc il y a des gens qui vont après qui ont des expériences qui sont très cool aussi, mais et je dis pas que ils font forcément des trucs de fou, mais il y a des gens qui nient complètement le fait qu'en Iran tu
peux te faire arrêter ou tu peux être en danger en fonction des situations. Alors que c'est une réalité, c'est un risque qui est assez faible, mais c'est une réalité qui existe. Et il y a aussi beaucoup de gens sur le groupe WhatsApp qui disent mais non, mais l'Afghanistan c'est super safe en ce moment. Et ces gens-là sont des hommes et qui oublient que c'est pas parce que toi t'es tranquille en tant qu'homme que si t'es une femme toute seule ce sera pas la même expérience quoi. Donc c'est difficile de répondre, mais pour le Pakistan c'est cool d'avoir toutes les infos, mais il faut aussi juger toutes les infos quoi. Alors pas prendre tout pour argent comptant pour une vérité. Oui, c'est vrai que je pense pays, il y a beaucoup de gens qui ont une expérience là-bas et qui pensent que c'est universel et qui disent bah, dans tel pays ça se passe comme ça ou dans tel pays ça se passe pas comme ça. Et en fait chacun a des expériences différentes. C'est pour ça qu'on met plein de trucs genre pour nous c'était ok le Pakistan, c'est pour nous, c'est à un moment M. Dans une région R. Dans une région R. Alors là, quoi, c'est genre, qui sommes-nous pour dire que le Pakistan est safe, quoi. Ou pas safe. Hein, Dernier petit point sur France Diplomatie. C'est souvent décrié parce que le site du ministère des Affaires étrangères, il est quand même assez alarmiste, entre guillemets, où les zones sont très vite considérées comme dangereuses. C'est quand même un site sur lequel il y a plein d'infos et c'est cool d'être au courant, de savoir ce qu'ils en pensent. Et moi, je trouve que c'est pas du tout... en fait, France Diplomatie à l'étranger, c'est un peu notre maman. Donc c'est logique qu'ils transige pas sur les questions de sécurité, etc. Après, libre aux gens de faire ce qu'ils veulent, mais voilà. Quels sont les plus beaux pays que vous avez visités? Pas facile. Le Kyrgyzstan, je pense quand même. Ouais. D'un point de vue paysage, oui, je pense. Je pense. Les montagnes du Karakoram au Pakistan. On dit les pays globalement qu'on a préférés, c'est le Kyrgyzstan, Pakistan. C'est la montagne. Après, c'est vrai que Kyrgyzstan, il y avait un côté très grands espaces, quoi, où c'est des vallées qui sont immenses, qui sont quasi désertes. Il y a vachement plus cette sensation d'isolement aussi, d'immensité qu'au Pakistan. Je pense que je mettrais le Kyrgyzstan au top 1. Ouais, je pense aussi. Après, plein de trucs trop fous. Oman, c'était incroyable aussi. Le nord de l'Arabie Saoudite, c'était sympa. Il y a énormément de trucs beaux. C'est juste nous, souvent quand on dit c'est quoi votre préféré, on dit le Kyrgyzstan. Niveau paysage, je pense. Après, niveau culture, c'était fou partout. Enfin, on a vu. C'est pas la question. Oui, pardon. Quel est votre meilleur souvenir de bivouac? On parlait du Kyrgyzstan. Je pense que un de nos meilleurs souvenirs, de nos tout meilleurs souvenirs, c'est notre bivouac à Songkul, qui est un lac au milieu du Kyrgyzstan, magnifique. On a passé l'école un peu dans la neige. Et après, on était tout seul sur le bord du lac. Il y avait les montagnes à l'horizon. CF, la couverture de carnet d'aventure. Le boulard, le melon, horrible. Non mais oui, le Songkul, on en parle souvent comme un des plus beaux bivouacs qu'on ait fait. Puis en plus c'était de l'herbe très rase, très plate, parfait pour planter les sardines, franchement rien à dire. Et sinon, d'un point de vue un peu plus original, on a bivouaqué une nuit sur la Grande Muraille de Chine. C'était une nuit horrible parce qu'il a fait hyper froid, du coup là c'était pas de l'herbe rase, c'était de la pierre et on s'est vraiment caillé, c'était pas du tout confortable, il y avait du vent, tout ça. Mais voilà, on a dormi sur la Grande Muraille, c'était le matin, même s'il faisait -5, t'ouvres la tente et tu vois le petit serpentin de pierre sur les montagnes, ça c'était fou. Ouais, c'était cool. C'était fou. Donc, insolite. Ouais, insolite, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Quels sont vos plans pour la suite? La suite, on est déjà dedans, parce qu'on est rentré début octobre, là on est mi-février, donc ça fait, oh là là, ça fait un paquet de temps qu'on est rentré. Donc en fait, les plans pour la suite, on est censé être dedans. Enfin, je dis ça, en fait, on en a plein des plans. Même si on a plein de vidéos qui sont un peu pourries, on aimerait bien essayer de faire quelque chose avec tout ce qu'on a ramené, toutes les images qu'on a ramenées, que ce soit photo, vidéo. Donc idéalement, on aimerait bien faire un film de voyage. On bosse dessus là, on sait pas trop où on va, on prend des notes, on écrit un peu. C'est vraiment complètement nouveau pour nous. On a fait beaucoup de photos aussi. Beaucoup de photos sur lesquelles je bosse en ce moment, faire des gros tris. On aimerait bien faire une petite boutique de tirage. Ouais, petite pause parce qu'on a tourné cette vidéo il y a quelques mois et que depuis la boutique de tirage, elle est en ligne. Donc on vous laisse aller faire un tour sur notre site si ça vous intéresse. On aimerait bien, pourquoi pas, les exposer quelque part. Encore une fois, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Récemment, on s'est dit qu'on aimerait bien, pourquoi pas, essayer de faire un livre un peu, au moins pour nous, et si ça intéresse des gens, pour le vendre aussi, centré sur l'image avec des petits textes aussi issus de nos carnets de voyage. Voilà, donc en soi, on a plein de projets, on a envie de faire les choses bien. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Ouais, surtout quand on ne connaît rien. Ouais, c'est ça. Donc les photos, voilà, ça fait un bout de temps que je les trie, que je les retouche, que je les peaufine, mais voilà, à chaque fois en fait on sait pas trop quelle est la prochaine étape.
Le film, pareil, là on écrit, mais on sait pas à partir de quand on va falloir se lancer dans le montage. Ouais. C'est un peu, ouais, on rame cherche un peu. beaucoup. Ouais. Des fois, je me demande si on ferait pas mieux de laisser tomber, entre guillemets, les projets, le film, les photos, pour se concentrer plus vite sur d'autres trucs à venir. Ouais, pour mettre notre énergie sur le futur plutôt que d'essayer d'exploiter un peu ce voyage-là. En même temps, voilà, on a voyagé 2 ans et demi, c'est une grosse partie de notre vie. On a ramené des dizaines de milliers d'images, des dizaines d'heures de vidéos. Ouais, ce serait peut-être. Je me dis que ce serait dommage de rien en faire. C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est pas trop comment s'y prendre. Donc on expérimente, donc on est lent, donc on sait pas trop. On peut pas dire voilà dans 3 mois le film sera prêt ou quoi que ce soit. Donc non, c'était pas facile, mais en fait on a envie de faire les choses bien, qu'on a envie de faire un truc dont on est fier. Donc même si ça doit prendre du temps. Puis voilà, et sinon d'autres projets pour la suite. Après, des projets d'aventure, il y en a plein, il y en a même trop. Après, c'est un problème cool d'avoir trop de projets. Je m'en plains pas, mais il y a plein de randos qu'on aimerait faire, retourner en Norvège, retourner en Laponie. Là, il y a un petit itinéraire qu'on a découvert récemment, un itinéraire de 800 km à travers le Caucase, Arménie, Géorgie, qui me fait bien envie. On a envie d'apprendre à faire de la voile aussi, parce qu'on a pu y goûter un peu pendant le voyage et ça nous a bien plu. Voilà, on sait pas trop, c'est un peu l'inconnu, quoi. Comment concilier ça avec une vie qui nous permet de gagner de l'argent, parce que pour l'instant on est chez nos parents, donc merci à eux, c'est trop cool. Enfin, ça fait une sécurité qui est quand même assez folle. Mais voilà, on aimerait bien être autonome aussi, ce serait sympa un de ces jours. Mais ouais, du coup, plein de trucs, quoi. C'est ça, la réponse, c'est plein de trucs, mais c'est un peu fouillis, quoi. Ouais, c'est fouillis, c'est le bon mot, fouillis, ouais. Je crois qu'on a répondu à tout. Ouais, je pense qu'on a répondu à tout. S'il y a d'autres trucs qui vous viennent, posez-les en commentaire. On y répondra avec plaisir. Allez nous suivre sur Instagram pour voir si justement un jour on va en Géorgie en voilier faire le Caucasian Trail, là. Ouais, ou si un jour on sort notre film. Possible aussi. Une petite boutique de photos aussi. Même probabilité, je dirais. Ouais. Oh, j'espère pas. Non, on espère que ça vous a plu, on espère qu'on n'a pas été trop flou. Trop chiant non plus. Oh, faut pas se dévaloriser. Non, on a répondu aux questions qui nous paraissaient intéressantes et tout, on espère que ça a été pertinent, et on espère que les autres vidéos vous ont plu aussi. Et puis voilà, après la suite, là on a sorti une vidéo de la Norvège récemment, là normalement c'est la dernière vidéo de cette petite série. Après... le film. Ouais, il y aura le film un de ces jours. La presse. Il y a quoi? Ça presse? La pression. Ah ouais. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a envie de faire plein de trucs. Exactement. Bisous. Bisous. Bon c'est cool. Ouais, très bien. Molto bueno.